Rebonsoir, Paris-Jaffa, seconde partie. Dans la première, nous vous avons parlé longuement de la France. Dans la seconde, nous commencerons par le Proche-Orient, par Israël précisément, où la crainte d'une action du Hamas est prise au sérieux ce soir, à la suite d'une opération menée la nuit dernière par l'armée israélienne à sa frontière avec Gaza. Maxime Pérez. Une attaque préventive à Gaza, la première depuis l'opération Bordure Protectrice à l'été 2014. Peu avant 9 h du matin, un appareil de l'aviation israélienne prend pour cible un commando palestinien au nord de l'enclave. Selon l'armée, les terroristes sont arrivés de Beth Laïa. Ils étaient sur le point de déposer une ou plusieurs charges explosives le long de la clôture de sécurité. 3 hommes sont grièvement touchés par l'impact du missile. Un 4e succombe à ses blessures. Ils appartiennent au djihad islamique, à en croire la réaction de l'organisation qui a immédiatement promis une riposte à Israël. État d'alerte renforcé dans les kibboutz frontaliers de Gaza, où les agriculteurs ont reçu l'instruction de s'éloigner de leurs champs avant de finalement pouvoir reprendre leur travail. L'armée israélienne s'attend à des tirs de roquettes en provenance du territoire palestinien. Ce matin, la branche armée du Hamas a lancé 2 projectiles en direction de la mer. Des tirs d'entraînement pour le moment. J'ai cité le Hamas tout à l'heure, j'aurais dû, comme Maxime, parler d'un autre mouvement qui se montre encore plus radical, le djihad islamique, et qui pousse à la confrontation avec Israël. Mathias Simbar. C'est donc le djihad islamique qui a commandité, envoyé ce commando ce matin sur la barrière de sécurité avec Israël. Pourquoi ce groupe et non le Hamas? Il y a aujourd'hui un vrai rapport de force entre les factions palestiniennes. En fait, le djihad islamique pro-iranien profite ici d'une situation, car le Hamas est bloqué par ce bras de fer entre le bureau politique et son aile militaire. Il voit également que les éléments les plus radicaux du Hamas rejoignent progressivement les rangs des djihadistes de l'État islamique. L'objectif du djihad islamique, montrer à l'Iran qu'il est le seul groupe à mener la lutte armée contre Israël. De son côté, le Hamas, il ne faut pas l'oublier, n'a jamais cessé de développer ses capacités balistiques. Alors oui, le Hamas est toujours maître de Gaza, et oui, le Hamas menace Israël en lui disant de ne pas jouer avec le feu, sauf que son intérêt pour le moment, c'est de continuer à jouer la carte politique. Qui va frapper le premier? Sans doute pas le Hamas. Le djihad islamique pourrait envoyer quelques missiles en direction d'Ashkelon. L'armée israélienne pourrait répondre par des frappes aériennes. On n'est donc pas encore dans une logique d'escalade. Barack Obama, fin de parcours, discours sur l'état de l'Union, le dernier avant départ, discours en forme de bilan où le président américain a égrené motifs de satisfaction et regret. Océane Nicole. Obama fait le bilan. Ce mardi, le président américain s'est exprimé pour la dernière fois sur l'état de l'Union, l'occasion de revenir sur cette année de présidence. Menaces terroristes, Cuba, économie, tous les sujets ont été évoqués par Barack Obama. L'État islamique a mobilisé une grande partie de son discours. Le président appelle les Américains à ne pas succomber à la peur. Pour Obama, pas question de parler de troisième guerre mondiale, mais la menace est pourtant constante et réelle. Both Al-Qaeda and now ISIL pose a direct threat to our people. Al-Qaïda et maintenant l'État islamique sont une menace directe pour notre population parce que dans notre monde aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui ne respectent pas la vie humaine, y compris la leur, peuvent faire des dégâts. Ils utilisent Internet pour endoctriner les jeunes de notre pays. Leurs attaques déstabilisent nos alliés. Nous devons les faire sortir. Le président américain s'est félicité de l'économie de son pays, la plus forte et la plus durable du monde. Obama a également souligné l'énorme avancée dans les relations avec Cuba. Il l'affirme, la guerre froide est terminée et il faut renforcer la crédibilité des États-Unis sur le continent d'Amérique latine. Après les félicitations, passe au regret. Barack Obama déplore les querelles et attaques récurrentes entre républicains et démocrates. It's one of the few regrets of my presidency. C'est l'un des regrets de ma présidence, que la rancœur et la méfiance entre les partis a empiré au lieu de s'améliorer. Sans doute un président avec le nom de Lincoln ou Roosevelt aurait pu mieux combler cette division et je vous garantis que je vais continuer à faire de mon mieux tant que je serai dans ce bureau. À 12 mois de son départ, le 44e président des États-Unis divise encore les Américains. Selon un dernier sondage, 46% approuvent l'action de Barack Obama à la Maison-Blanche. Et le rejoint en direct de New York, l'un de nos correspondants, David Benaïm. On l'a vu, David, les élus du Congrès ont été attentifs, mais les Américains eux-mêmes, comment ont-ils réagi? En d'autres termes, quelle image ont-ils aujourd'hui de Barack Obama?
c'est dur de se montrer indifférent quand le discours est diffusé sur toutes les chaînes généralistes en même temps. Même, c'est vrai que l'audimat du State of the Union est en déclin depuis 15 ans. On attendait tout de même 30 millions de téléspectateurs hier soir. Ça reste une très belle audience pour un format qui n'a pas évolué depuis 50 ans. C'est un discours politique d'1 heure, très cérémonieux, ponctué par beaucoup d'applaudissements et de standing ovations. Beaucoup trop, si l'on en croit les réactions sur les réseaux sociaux. Et ce sont d'ailleurs ces médias sociaux qui semblent avoir pris le relais. Les Américains ont tweeté énormément hier soir, tout au long du discours, plus de 2,5 millions de mentions du hashtag SOTU pour State of the Union, et une conversation incessante, animée pour beaucoup par les candidats républicains à la Maison-Blanche, qui se sont délectés à critiquer le discours en temps réel. Malgré les critiques, Barack Obama entame sa dernière année au pouvoir avec une cote de popularité à 45%. C'est moins que Ronald Reagan, mais beaucoup mieux que Bill Clinton, qui quittait la présidence en pleine affaire Lewinsky, et que George W. Bush au plus bas des enquêtes d'opinion, embourbé alors dans une guerre en Irak jugée inutile par les Américains. On assiste à un renouveau de l'intérêt politique dans le pays depuis le début de cette campagne présidentielle. La présence de Trump n'y est pas étrangère. Démocrates et républicains prédisent un nombre de votants historique, encore plus élevé que lors de la présidentielle de 2008 où Obama avait attiré aux urnes un nombre impressionnant de citoyens qui votaient pour la première fois. L'autre clé de ce nouvel intérêt pour la politique, Paul, vient de la génération millénium, les 18-34 ans, scotchés aux médias sociaux, bien plus curieux et engagés que la génération précédente, qui comptent bien s'impliquer dans les choix qui influencent leur quotidien et forgeront leur futur. Merci David. Paris, Jaffa, New York. Que retiendra-t-on de la politique Obama au Proche-Orient? La réponse de David Klezewski. Bilan positif ou pas, Barack Obama a tenté d'appliquer à la lettre le programme pour lequel il a été élu en 2008. Fatigués par les guerres d'Irak et d'Afghanistan, les Américains se montrent sensibles aux politiques de retrait, de retenue et de main tendue, tous azimuts, prônés par le candidat Obama. Main tendue version sunnite, acte 1. Dans une apparition historique à l'université Al-Azhar au Caire en 2009, Barack Obama prononce un discours de réconciliation avec le monde musulman. Certains critiquent une approche trop naïve. Il n'existe pas un, mais plusieurs mondes musulmans. Par ailleurs, le mot terrorisme n'apparaît pas une seule fois dans cette longue allocution. Je suis convaincu que pour avancer, il doit y avoir un effort soutenu pour s'écouter, apprendre l'un de l'autre et chercher des terrains d'entente. Main tendue version chiite, acte 2. Le rapprochement obstiné avec le régime iranien au cours des 2 mandats Obama aboutit en 2015 à un accord nucléaire avec Téhéran. L'Iran sort grand vainqueur des nouveaux équilibres au Moyen-Orient. Washington perd de sa crédibilité auprès de ses alliés traditionnels, c'est-à-dire États arabes sunnites, mais aussi Israël. Et concernant l'État hébreu, les écarts sont grands entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou, y compris sur le dossier israélo-palestinien. Le président américain met la pression sur les questions territoriales et de frontières. Pourtant, l'histoire d'Oslo et des négociations montre que les positions entre Jérusalem et Ramallah bloquent sur d'autres enjeux comme le contrôle des lieux saints ou la question des réfugiés. L'administration américaine et l'émissaire John Kerry jettent l'éponge courant 2015. Point culminant de cette brouille Obama-Netanyahou, le discours prononcé par le Premier ministre israélien face au Congrès en mars de la même année. Les parlementaires sont séduits, la Maison-Blanche beaucoup moins. Benjamin Netanyahou a remis en cause publiquement une partie de la politique extérieure américaine. Au Moyen-Orient, le locataire de la Maison-Blanche a par ailleurs été accusé d'avoir négligé certaines menaces islamistes. Obama reconnaît bien la présence d'extrémistes, mais pas l'existence d'idéologies structurées et destructrices. L'idéologie de l'État islamique est creuse. Elle n'a aucune valeur aux yeux des humains. Ils ne font que terroriser leurs voisins et ils n'ont rien à offrir si ce n'est un esclavage à leur vision creuse du monde. Barack Obama avait hérité d'une situation délicate après George Bush. Les rêves de grand Moyen-Orient démocratique et prospère n'avaient pas abouti. Obama laissera à son successeur un Moyen-Orient encore plus instable, miné par l'émergence de mouvements islamistes. Et on rejoint en direct, non pas de Paris, mais de sa maison du Midi, Nicole Bacharan, historienne, politologue. Bonsoir Nicole Bacharan, ravi de vous retrouver. De Jaffa. Merci, moi aussi. De Jaffa à Paris. Alors vous connaissez évidemment très très bien les États-Unis. Vous avez entendu ce discours sur l'état de l'Union. Vous-même, comment avez-vous réagi à ce discours? Et je vais poser la question autrement. Quel bilan vous-même faites-vous des 2 mandats Obama?
Je crois que le discours, au fond, offrait un bilan assez clair de ces 2 mandats. Je crois qu'on peut dire que sur le plan intérieur, sur le plan de l'économie en particulier, ce bilan est bon. Évidemment, il n'est pas parfait. On sait que les inégalités aux États-Unis sont importantes, sont plus importantes qu'autrefois, que les salaires n'ont pas augmenté, qu'il y a des frustrations et des difficultés. Mais il est vrai aussi que le chômage est au plancher, que 14 millions d'emplois ont été créés depuis l'arrivée de Barack Obama au pouvoir, que la réforme de la santé n'est certes pas parfaite, mais enfin qu'elle a quand même beaucoup amélioré la vie de beaucoup d'Américains. Et par contre, c'est vrai que son bilan extérieur est assez faible, assez confus et assez décevant. Et au fond, quand il s'exprimait sur l'économie, moi je trouvais qu'il y avait plus de passion, plus de satisfaction de sa part que quand il s'exprimait sur l'état du monde et le projet américain pour le monde. Alors c'est juste, et moi je note un contraste assez saisissant entre le début de sa mandature et la fin de cette double mandature, ce souvenir ému que le monde entier a eu de son élection et ce départ un peu terne, un peu triste. Comment expliquez-vous, malgré les succès économiques, ce passage de la lumière à une ombre relative ? Oui, je pense que c'est ce que vous décrivez est extrêmement juste et correspond à ce que l'on ressent dans une bonne partie du monde. C'est vrai que l'élection de Barack Obama, avec cette couleur de peau qui était vraiment une première, non seulement aux États-Unis, mais vraiment dans une bonne partie de nos démocraties, cette main tendue, cette compréhension du monde qu'il semblait avoir, ça avait donné de très très grands espoirs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cet ancien prix Nobel de la paix semble n'avoir pas tenu ses promesses. Le monde ne va pas mieux que quand il est arrivé en 2009. Il va même franchement beaucoup plus mal. Évidemment, Barack Obama est loin d'en être seul responsable, mais en tout cas, il n'a pas pu faire de miracle. Alors justement, je vais cultiver peut-être le paradoxe. Est-ce que ce prix Nobel de la paix, en début de mandature, n'a pas été contre-productif en quelque sorte ? Est-ce que Barack Obama n'a-t-il pas été prisonnier de ce prix Nobel de la paix dès le début ? Je pense qu'il en a été gêné et qu'il l'a ressenti comme quelque chose d'un petit peu absurde. Et je me souviens que quand il est venu recevoir ce prix, dans son discours, il disait que c'était très paradoxal puisqu'il était le commandant en chef d'un pays en guerre à cette époque-là au Pakistan, en Irak et en Afghanistan. Non seulement commandant en chef, mais qui n'était même pas pacifiste, qu'il n'aimait pas la guerre, mais qu'il pensait qu'il y avait des guerres qu'il fallait mener. Et néanmoins, peut-être on pourrait pousser plus loin le paradoxe encore en disant que le comité Nobel a peut-être été sensible à la nature profonde de Barack Obama, celle qu'il n'affichait pas forcément et qui est celle d'un homme qui n'aime pas la guerre, qui n'aime pas la guerre. Alors pour le coup, il y a un mystère. Vous allez peut-être nous aider à le résoudre. Voilà un homme qui n'aime pas la guerre, on l'a bien vu, et qui fait alliance en quelque sorte avec l'Iran, qui représente pour de très nombreux observateurs, et je ne parle pas seulement des Israéliens, une vraie menace. Là, il y a un mystère qu'on n'arrive pas à résoudre ou à comprendre. Et si vous voyez toutes les initiatives politiques de Barack Obama depuis un peu plus de 7 ans maintenant, il cherche des alternatives à l'action militaire classique. Il agit avec des sanctions, avec de la diplomatie, avec des drones, avec des opérations spéciales, avec la guerre cybernétique. Il a essayé de construire une vision du Moyen-Orient autre, où l'Iran, avec cet accord nucléaire, jouerait un rôle peut-être positif à l'avenir. C'est un pari extrêmement risqué. Si ça réussissait, honnêtement, je crois qu'on en serait tous très heureux. Rien n'indique que ça soit le cas, on ne le saura pas avant longtemps. Il m'a toujours semblé que l'espoir de voir le régime des Mollahs s'ouvrir à travers ce premier acte peut-être de réconciliation amorcée avec l'Occident était tout à fait illusoire, puisque si le régime s'ouvre, les Mollahs perdent le pouvoir. Donc les dictateurs ne sont pas ceux qui pratiquent l'ouverture. Oui, donc Barack Obama fait un pari, il est très dangereux. Un dernier mot, Nicole Bacharan, l'après-Obama.
je ne vais pas vous demander de faire un pronostic, mais sur l'évolution de la société américaine. Hillary Clinton ou Donald Trump? Écoutez, je pense qu'il faut souhaiter Hillary Clinton. D'ailleurs, quand on pense au Moyen-Orient, elle a une vision très construite, très travaillée, plus ferme et plus énergique que celle de Barack Obama, plus cohérente en tout cas, semble-t-il. Donald Trump se contente de dire qu'il est extrêmement dur et qu'en ce qui concerne l'État islamique, il les détruirait. Bon, c'est quand même du... Pardon. Pardon à Nicole Bacharan, communication coupée d'une façon assez brutale. Alors si vous m'entendez Nicole, je vous dis au revoir et je vous prie de nous excuser pour cette fin de communication assez brutale, mais évidemment on aura compris vos propos et on sera ravis de vous retrouver pour décrypter l'actualité américaine. Je vous remercie. Les autres événements de la journée en images choisis par Julia Ganassian. Les 10 marins américains arrêtés dans le Golfe par l'Iran ont finalement été relâchés. Leur embarcation avait dérivé dans les eaux iraniennes après avoir connu des problèmes techniques. Les 10 marins, 9 hommes et une femme, sont restés captifs moins de 24 heures. Téhéran évite ainsi une crise avec les États-Unis à quelques jours de l'entrée en vigueur attendue de l'accord historique sur le nucléaire. 3 planques liées aux attentats de Paris, localisés en Belgique, des logements loués pour préparer les attaques. Il s'agit d'un appartement à Schaerbeek, au nord de Bruxelles, d'un autre appartement à Charleroi, dans lequel Bilal Atfi et Abdelhamid Abaoud ont séjourné, et d'une maison à Auvelay, dans la région de Namur. Les 3 logements ont été loués sous de fausses identités dès le mois de septembre. Au moins 3 morts dans une avalanche sur le domaine skiable des Deux Alpes en Isère. Une dizaine d'élèves et leurs professeurs ont été emportés par la coulée de neige. Il s'agit d'une classe de première option sport du lycée Saint-Exupéry de Lyon. Le groupe se trouvait sur une piste noire fermée de la station lorsque l'avalanche s'est déclarée. Audience d'expulsion cruciale et sous tension à Nantes. Les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont de nouveau mobilisés sous haute surveillance policière. Ils sont entre 1800 et 3000 devant le palais de justice et manifestent contre l'expulsion des habitants historiques de la zone où doit être construit l'aéroport. La ministre de l'écologie Ségolène Royal appelle à la reprise du dialogue. La justice, elle, se prononcera dans un peu moins de 2 semaines, le 25 janvier. Prison à vie contre les assassins d'Abourdir, c'est ce qu'a requis l'accusation aujourd'hui devant le tribunal de Jérusalem. 2 jeunes juifs sont accusés d'avoir participé au meurtre de cet adolescent palestinien brûlé vif. C'était en 2014. À l'époque, l'assassinat avait contribué à l'escalade des violences qui s'était soldée par une guerre à Gaza. Le ministère de l'Intérieur prit la main dans le sac. L'encyclopédie en ligne Wikipédia bloque pour 1 an une adresse IP de la place Beauvau. En cause des tentatives de modification ou de réécriture d'articles jugés abusives. Les fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ne pourront plus modifier les pages de l'encyclopédie en ligne durant 1 an. Des millions d'Américains attendent le tirage du Powerball, une loterie qui a atteint la somme record de 1,5 milliard de dollars, le plus gros jackpot de l'histoire. Les chances de gagner sont infimes, 1 sur 292 millions, mais l'engouement est maximal et les files d'attente parfois longues pour acheter un ticket. Le gagnant pourrait devenir plus riche que le footballeur Lionel Messi, le champion de tennis Roger Federer ou la chanteuse Beyoncé. Fin du suspense cette nuit. Il est 20h48, 33 secondes pour être précis à Jaffa. Il est 19h48, 38 secondes, le temps de le dire, à Paris. Et je vous rappelle l'information de la soirée. François Hollande a tenu à réagir dans ce débat sur le port de la kippa à la suite de l'agression terroriste contre un enseignant juif à Marseille. François Hollande, le chef de l'État français, a déclaré qu'il trouvait insupportable que des citoyens français doivent aujourd'hui se cacher. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, ce débat sur le port du voile n'aurait pas eu la même ampleur en France. Il y avait comme une indifférence aux agressions fréquentes commises contre la communauté juive. Mais depuis Charlie Hebdo et surtout depuis le Bataclan et les massacres commis contre des cafés ce vendredi 13 novembre, les Français, dans leur immense majorité, ont saisi la gravité de la situation. Ils ont également compris que la France était attaquée dans ce qu'elle avait de plus beau, de plus fort, sa diversité, un modèle auquel elle tient. Le café Le Carillon, attaqué le 13 novembre, 15 morts, incarnait ce modèle. La famille Kabyle, qui possède ce café, a tenu à répondre de la façon la plus courageuse qui soit, comme Mohamed Sifawi,
au terrorisme. Elle a réouvert les portes du café aujourd'hui et l'on retrouve sur place notre correspondant à Paris, Olivier Lerner. La réouverture du Carillon ce soir est une bonne nouvelle, incontestablement pour les habitants de ce micro-quartier très populaire du 10e arrondissement de Paris, aux angles des rues Alibert et Bichat. Le Carillon, c'était, avant les attentats, vraiment le petit bistrot où l'on venait boire un petit coup après le boulot. Alors, le quartier n'a pas encore totalement retrouvé ses couleurs, mais la réouverture du Carillon va donner du baume au cœur à tous les habitants de ce quartier et de Paris en général. Voilà, ce soir, 3 bars-restaurants touchés par les attentats du 13 novembre ont réouvert leurs portes, mais il en reste 3 encore fermés. Et bien sûr, on pense encore aux 15 personnes qui sont mortes ici, mitraillées, assassinées, en terrasse et à l'intérieur du Carillon et du Petit Cambodge. Et Olivier Lerner et Elodie Toto ont recueilli quelques réactions devant le Carillon. Le fait d'être ici, là, me refaire plonger dans les événements, donc j'avoue qu'il y a toujours un peu cette peur, mais elle ne m'empêche pas d'être là aujourd'hui et puis de me promener, d'aller boire des verres. Donc pour moi, ma vie continue, mais avec une pensée pour tout ce qui s'est passé, oui. C'est important de s'y remettre tout de suite pour pas que la peur s'installe, même si elle est là. Ah, mais on a pas mal d'amis qui ont été touchés ce soir-là et je pense que comme tous les Parisiens, c'est des lieux qu'on connaît, qu'on fréquente voilà, on avait des copains dans ces lieux-là. Vous pensez que le Carillon peut retrouver l'ambiance qui irait? Coupé aussi un peu brutalement. Hein. Bonsoir David Eman. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. C'est réciproque. Pour parler de la soirée écho. Alors je récapitule parce que ceux qui nous suivent d'une façon assez fidèle, et je vous en remercie, ont compris que depuis dimanche dernier, i24 News vous proposez une nouvelle grille. C'est un mot assez affreux d'ailleurs. Hein. En tout cas de nouveaux programmes. Et vous proposez une offre éditoriale beaucoup plus importante avec des heures en direct consacrée à l'info. Et i24 News devient vraiment une grande chaîne info. En tout cas, on le souhaite. Dimanche soir, soirée hebdo avec Julien Baloul, 21h10, heure de Paris. Lundi soir, soirée reportage avec Sarah Gaudron. Mardi soir, 21h10, soirée sport. Et ce soir, l'économie. Alors, il n'y aura pas que de l'économie, il y aura de l'économie, du social et de la technologie. On va parler ce soir de la crise des migrants, la crise en Europe, qui pose quand même pas mal de questions sérieuses qui touchent à l'identité même de l'Europe, question de cohésion au sein de l'Europe. On a vu des tensions sérieuses apparaître ces derniers temps avec la Hongrie, la Slovénie, la Suède. Question de politique intérieure, il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une période de montée des extrêmes. Question de valeur, question d'identité. Est-ce qu'on se contente d'accueillir ou bien on pousse aussi, on incite à l'intégration? Et justement, ce sera ce soir le cas de l'Allemagne qui est assez édifiant. On le verra avec Angela Merkel qui dit non au multiculturalisme. Elle est pressée par son aile droite et elle sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur côté intégration. Et puis question, il ne faut pas oublier de financement aussi. N'oublions pas que l'Europe n'est pas tout à fait sortie de la crise financière de 2008. Donc le taux de chômage reste très élevé. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre des risques assez sérieux? Donc tout le but, c'est de transformer un petit peu ce casse-tête migratoire en vraie opportunité, en richesse, en atout économique et social pour l'Europe. On entendra tout à l'heure l'analyse d'un expert des migrations de l'OCDE. Économie, mais pas seulement. Voilà, alors il y aura, c'est le but un petit peu, D24 Économie, le nouveau programme, c'est de montrer justement comment s'imbriquent, comment se relient les intérêts économiques avec l'ensemble des enjeux de notre époque. Finalement, on s'aperçoit très vite de l'omniprésence des considérations économiques dans les décisions des grands leaders. Pourquoi, par exemple, la chute des cours du pétrole menace la stabilité au Moyen-Orient? Pourquoi le ralentissement de l'économie chinoise a un impact quasi direct, quand on regarde de près, sur l'Amérique du Sud, les élections? Donc voilà, ce sera un petit peu le but de cette émission. J'ai une voix dans l'oreillette de Léonore, qui est notre chef d'édition, qui me dit il reste 30 secondes. Alors, à 20h, précise heure de Paris, Daniel Atlan, suivi des infos et de la soirée écho avec Daniel Neyman, Laura Duhamel et évidemment Johanna Citruc. À demain 19h pour Paris-Jaffa, Daniel Atlan.